Hey, bonjour tout le monde, quel plaisir d'être de retour à la télé communautaire, celle de TVC, la Lièvre, Basse-Lièvre. Et c'est une première, Rapport Boivin. Je veux remercier Martin Perrault, qui est un peu le boss ici, de m'avoir offert cette belle opportunité de pouvoir vous jaser. Une fois par semaine, ça va être notre rendez-vous quotidien. Je veux tout de suite que vous sachiez par contre que ce n'est pas en direct. On enregistre ça dans les studios de TVC Basse-Lièvre à Buckingham. Et ça passe en première diffusion le vendredi à 5 h et en reprise à 10h30 le même jour. Alors, ça sera notre rendez-vous quotidien. Ceux qui me connaissent savent que je suis présentement commentatrice à la radio FM 104.7 du réseau Cogeco, où j'émets des commentaires qui vous plaisent ou vous déplaisent, mais ce sont mes commentaires. Puis ça va être un peu la même chose que je vais faire ici en termes de revue de la semaine avec mes lunettes à moi. Sentez-vous à l'aise de les inonder au téléphone pour dire que vous n'êtes pas d'accord, ici à la TVC Basse-Lièvre. Et même des fois de dire « Hey, j'aimerais ça qu'elle parle d'avoir son opinion sur tel sujet. » Gênez-vous pas. Ceci étant dit, je vais faire un peu une petite récapitulation de la semaine. Différents niveaux. Je vais essayer de toucher à des choses très locales qui vous concernent, vous autres gens du territoire que couvre la TVC Basse-Lièvre. Et aussi d'extensionner parce qu'on n'est pas nono, là, parce qu'on vit ici. Hein? On est intéressé par plein de choses. Et comme moi, je m'intéresse à plein de choses, puis ce n'est pas toujours juste dans mon petit district, dans mon petit secteur. Alors, ça va être vraiment les choses qui vont m'avoir frappé pendant la semaine. Alors, en cette belle fin de semaine je pense qu'on est le 30 septembre quand vous allez voir ça. Moi, je suis le 29, juste pour vous mêler en début, là. Ce qui m'a frappé, puis je vais commencer très localement ici. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez vu l'histoire que nous rapportait Denis Gratton ce matin. Denis Gratton, que j'aime beaucoup en passant, puis je sais qu'il est très suivi pour les gens qui lisent le droit. Pardon. Et Denis nous faisait part d'une situation un peu particulière d'un couple d'ici, Buckingham, qui a une pataterie, je vais essayer de me rappeler, c'est le roi des patates frites, je pense. Roi des patates frites de Buckingham, les propriétaires qui sont, je ne vais pas me tromper, Paul et Yolande Michaud, dans les dernières semaines, se demandaient qu'est-ce qui se passait. Il n'y avait plus, les autres, que ça fait des années qu'ils sont en affaires, ça fonctionne bien, leurs choses. C'est connu même pour les gens qui ne demeurent pas à Buckingham. Je connais la place, tout le monde connaît la place. Et tout d'un coup, ils ont réalisé que ça baissait les affaires, puis ils se demandaient ce qui se passait. Et comme toutes les chroniques de Denis, je trouve ça intéressant parce qu'il nous force à regarder une situation, des fois, qui nous pend au bout du nez, puis on ne sait pas exactement ce qui s'est passé ou auquel on était des participants peut-être involontaires. Et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé avec la clientèle du roi des patates frites de Buckingham, parce que les gens, à cause d'une histoire de justice, là, puis je n'embarquerai pas dans tous les détails, là, mais quelqu'un qui s'adonnait à avoir le même nom, Michaud, qui finissait par Michaud, puis le procès, de la façon qui avait été décrit, ça parlait de pataterie, puis en veux-tu en v'là, puis de Buckingham. En tout cas, tout ça mêlé ensemble, ça a fait en sorte que les gens ont dû commencer à se jaser, puis se dire « Hey, voyons donc, ça doit être un vendeur de drogue, pauvre monsieur puis madame Michaud. » En tout cas, ça montre, puis je voulais vous parler de ça pour la simple et bonne raison que si on soupçonne des affaires, au lieu d'agir, puis là, je fais ma grosse moralisatrice, mais ça aurait coûté quoi d'aller les voir, ces gens-là, puis peut-être juste leur dire « Hey, c'est-tu vous autres qui étiez mentionnés dans cette histoire-là? » Je sais que les gens sont peut-être mal à l'aise de le faire, mais il y a quand même quelque chose d'un peu particulier. Puis des fois, quand il y a des rumeurs qui courent, si on ne se pose pas de questions, là, bien, c'est là qu'on a un problème, puis que les choses se continuent. Même chose dans le milieu de travail, les rumeurs qui circulent. Si on ne met pas des termes à ça, si on n'arrête pas ça, bien, c'est ce qui se produit.
Fait que l'histoire, j'espère, se termine bien pour Paul et Yolande Michaud. Gênez-vous pas pour les encourager, puis je ne fais pas une sale pitch, là, mais je trouve ça tellement triste de voir comment est-ce que toute leur réputation a pu être ternie en une fraction de seconde juste parce que les gens se sont mêlés entre quelques histoires. Alors ça, c'était pour mon trait local par chez vous. Maintenant, on va embrayer dans un autre dossier qui est vraiment, mais vraiment rendu là, dans le niveau du drame. Ça ferait un très, très, très bon soap opera à TV, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça nous intéresse tous parce qu'on va tous, notre équipe locale junior majeure du Québec, ce sont les Olympiques de Gatineau. Gatineau, ce n'est pas que le secteur Hall, ce n'est pas que le secteur Gatineau, c'est le secteur Buckingham, c'est le secteur Masson-Angers, c'est le secteur Elmer. Et toute cette belle grande ville a son équipe junior majeure du Québec. Ça a été long et pénible comme processus de permettre aux gens d'arrêter, pas de permettre, mais de finalement les mettre au pas, puis qu'ils comprennent que l'aréna Gertin, c'était l'aréna, oui, des Olympiques, pas de Hall. Pour certains, c'est encore Badaboum. Là. Leur Badaboum Ulois, là, ça porte encore le nom de... La mascotte porte encore le nom de Hall. Ils ont de la misère à s'enlever ça. Ça, je comprends ça. Ça fait partie de leur ADN depuis très longtemps. Mais là où la saga devient extrêmement complexe, c'est que, bon, l'aréna Gertin, pour tous ceux qui ont été s'asseoir dedans, puis s'asseoir étant un bien grand mot, elle m'a dit, il faut que tu sois faite à peu près au couteau, sinon tu es très tassé, un peu plus, puis tu es sur le voisin d'à côté. Et ça tombe en morceaux, puis en tout cas, il y a plein de choses à changer. Puis ça fait longtemps que les propriétaires de l'équipe le disent. Quand je vous dis que c'est une saga, ça fait plus que 10 ans qu'on parle de ce dossier-là. Il faut que soit l'aréna soit rénovée, soit que l'aréna soit reconstruite. Et ça a commencé, comme je disais, ça fait déjà un bout de temps. Il y a eu différents scénarios. À un moment donné, il y a eu l'air d'avoir un consensus. Québec a dit non. On est retourné à la case départ. On a parlé de complexe multisportif. Cette semaine, il y avait une rencontre publique après une rencontre à huis clos. Entre parenthèses, il y en a un peu trop de rencontres à huis clos, à mon point de vue, même si pour certains, la ville de Gatineau est probablement une des villes les plus transparentes au Québec. Mais ça dépend des yeux, puis ça dépend qui regarde tout ça. Mais ceci étant dit, cette semaine, le conseil municipal de Gatineau a tranché sur l'endroit où serait bâti le nouveau Gertin. Et aux surprises, parce que pour plusieurs, c'est une surprise et c'est peut-être pour ça que ça va être un petit peu difficile à accepter pour une assez large partie de la population du secteur Hall. Puis quand je dis large partie, je devrais tempérer mes propos parce que c'est pas tout le monde qui s'intéresse au hockey en passant. Moi, j'aime le hockey, fait qu'arrachez-moi pas la tête, mais en même temps, c'est pas tout le monde que ça intéresse. Mais ceux que, même si ça ne les intéresse pas trop, le fait de perdre ce qu'ils appellent maintenant leur institution, ils n'ont jamais mis les pieds là, mais c'était une institution maintenant, semble-t-il, l'Aréna Gertin. Là, aux surprises, on apprend que, et ça fait juste peut-être 2 semaines qu'on parle de cet endroit-là, on nous parle du secteur du boulevard de la Cité. Ça, c'est le même secteur que là où il y a le complexe sportif à Gatineau. C'est dans le secteur de Gatineau. C'est pas loin de la Maison de la Culture. Et c'est vraiment pas loin du cégep. En tout cas, vous voyez un peu le quadrilatère. Là, le débat qui fuse un peu partout, c'est qu'ils se disent, bon, vous enlevez ça de Hall, qui était supposé d'être le centre-ville de la belle grande ville de Gatineau, pour déshabiller Hall, vous habillez Gatineau. On va se calmer le pompon, là. Ça ne déshabille pas Hall. Les édifices fédéraux vont rester là, on ne les déplacera pas. Le musée de l'histoire va être encore là, la maison du citoyen, le parc de la Gatineau, en veux-tu, en voilà. Par contre, il faut être quand même réaliste. Ça a été adopté 13-5, je pense, si ma mémoire est bonne. 3 conseillers du secteur Hall qui ont voté contre. Et Mme Boudria, je pense, il y a aussi M. Blondin. Et le troisième, je ne sais pas pourquoi son nom m'échappe, en tout cas, ça reviendra peut-être, ou Madame Laferrière, qui était la plus ardente défendresse du fait de garder les Olympiques là où ils sont présentement.
Moi, je pense que c'est une bonne décision et surtout, je pense qu'il faut que les gens autour du conseil, plutôt de commencer à... oui, vous avez le droit pour quelques heures, là, puis quelques jours de faire part de votre déception, tout ça, mais une fois que la décision est prise, ça serait une entente entre la Ville de Gatineau et le Vision Multisport Outaouais, ceux qui ont construit le complexe Branchot-Brière. Complexe Branchot-Brière qui est un modèle, qui est beau, qui est suivi, les gens y vont. Ça fonctionne bien. C'était un modèle de réussite en termes de construction, de durée pour construire. Ça me donne confiance. Alain Sancartier, qui est un coach au niveau local, qui est très fort sur le sport-études, c'est une bonne tête de hockey. Alors, tu sais, quelque part, le monde, là, on va tous respirer par le nez, puis pour une fois, on pourrait-tu tous regarder dans la même direction, puis se dire, OK, la décision est prise, je faisais peut-être partie, là, je parle comme si j'étais une des 5 personnes, parce que les 2 autres venaient du secteur Gatineau, Mme Gonneau, qui va se présenter à la mairie, puis donc qui va être contre tout ce que le maire va proposer, et M. Tassé, qui, lui, prônait un complexe sportif parce qu'il pensait qu'il était pour aller chercher les gros millions du fédéral, que je n'ai pas senti venir à pleine porte, là, mais en tout cas. Ceci étant dit, qu'on se rallie maintenant. Je pense que c'est le temps parce qu'il suffira, avec les politiciens, ceux qui me connaissent savent que j'étais en politique, non, j'y vais plus, savent que donner une petite porte ouverte à un politicien, c'est suffisant pour qu'il trouve une raison pour ne pas vous donner un résultat. Alors, il va être en autant qu'il est capable de blâmer quelqu'un, de dire, regarde, c'est pas ma faute si je n'ai pas été chercher la subvention parce que, en autant qu'on y donne le parce que, on pourrait-tu s'organiser pour ne pas donner un parce que viable à nos députés du coin? Et c'est M. Carrière maintenant, Marc Carrière, le député, non pas le conseiller, qui aura apporté le dossier parce que c'est dans le secteur de Gatineau. Alors, dans ce contexte-là, donnons pas l'opportunité à Marc Carrière d'aller à Québec puis de dire, regarde, ça presse pas, ils savent pas du tout ce qu'ils veulent faire avec leur dossier. Et dans ce contexte-là, bien, ça lui donne une belle porte ouverte pour pas faire grand-chose. Alors moi, je pense on a une belle subvention du gouvernement du Québec qui est disponible. Il y a encore beaucoup de démarches à faire, j'en suis consciente. Ils sont en train de finaliser les détails, mais arrêtons de penser que la grande partie du dossier n'est pas ficelée. Ils savent, s'ils s'en vont à la place de la cité, les amis, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont y jumeler. Ça va être l'Aréna Guertin plus 3. Stationnement, oui, c'est vrai que c'est une problématique. Il nous parle de 1500. On n'est pas trop clair à savoir est-ce qu'il compte le stationnement de la Maison de la Culture, du complexe sportif, puis c'est déjà pas gros. Mais je pense que ça, c'est des choses qui pourront se travailler. Puis le transport en commun, ça n'existe pas pour rien. Pas obligé de parler juste de Rapibus, là, mais le transport en commun ou le covoiturage. En tout cas, c'est mon idée. Tenons-nous ensemble, puis pour une fois, portons tous ce dossier-là de façon unanime. Comme ça, on pourra avoir peut-être un résultat plus rapide que des discussions éternelles et vides de tout sens pendant les 10 dernières années. Bon, on va prendre une petite pause parce que je m'essouffle moi-même. Et au retour de la pause, je vais vous parler du dossier de la prescription des antidépresseurs des aînés. Ça met le feu en quelque part. Une petite pause, puis on revient. On courtille? La philosophie des amphithéâtres, c'est l'entraide, c'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Oui. Les amphithéâtres ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amphithéâtres supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Chaque pays a sa langue. Ici, on travaille en français. Ici, on vit en français. Parlez-nous en français. Notre fierté, le français. Un message d'impératif français. Bon, bien, nous voici de retour. Alors, je vous avais promis avant la pause de vous jaser un petit peu de cette nouvelle. Alors qu'on apprenait cette semaine, je pense que c'était dans le Journal de Montréal, que la prescription d'antidépresseurs aux aînés, là, il y avait eu une hausse absolument dramatique de prescription et du nombre d'aînés
qui sont maintenant sur des antidépresseurs. Je pense que vous allez voir à l'écran, là, Jean-François, le réalisateur, va sûrement vous mettre ça à un moment donné, mais juste pour vous donner quelques idées des chiffres. Si je regarde les chiffres de 2015, en 2015, là, en termes de nombre d'ordonnances, on parle maintenant de... Non, en fait, je vais faire mieux que ça, mais on va vous parler de 2010. Ça, ce n'est pas il y a un siècle, c'est il y a 5 ans passés. Il y a 5 ans passés, en termes de nombre d'ordonnances, on parlait de 2 980 quelques mille. En 2015, le nombre d'ordonnances, c'est 4 647 000 quelque chose. C'est tout un bond. Est-ce qu'il y a tant d'années, plus d'années que ça? C'est un bond de 50 quelques %. C'est énorme. En termes de nombre d'aînés, ça aussi, ça me frappe comme statistique parce que c'était 143 000 en 2010, c'est maintenant 196 000. C'est 50 000 aînés de plus qui sont maintenant sur des prescriptions d'antidépresseurs. Il y en a qui vont dire « Ah ouais, mais ça ne coûte pas si cher parce que regardez, en 2015, c'est juste 36 millions versus le 39 millions que ça coûtait en 2010. » Ça, là, c'est absolument pas une excuse, c'est juste que les coûts des médicaments sont un petit peu moins élevés. Pour certains types de médicaments, il y a encore d'autres types de médicaments qui sont extrêmement chers, coûtent extrêmement cher, mais sur certains médicaments qui sont prescrits de façon plus fréquente, si on veut, les gouvernements au Canada ont réussi à pouvoir se négocier avec les ententes, le fait qu'il y a des régimes d'assurance médicaments obligatoires, sont capables d'aller se couvrir les fesses un petit peu mieux. Alors ça, moi, l'argument de l'argent ne m'embarque pas dans le dossier de la prescription d'antidépresseurs aux aînés. Je pense qu'il faut qu'on s'interroge comme société. Est-ce qu'il y a... Parce que si vous faites prescrire quelque chose... Moi, je ne suis pas une preneuse de médicaments, là. J'ai toujours été un peu allergique à ça. Je suis même le genre qui va attendre presque... Le mot de tête est tellement lancinant qu'à un moment donné, pauvre Tylenol, elle ne marche pas pantoute parce que trop tard. Mais ceci étant, je peux comprendre que oui, des fois, il faut se faire prescrire quelque chose. Mais de voir une hausse de 50 000 aînés de plus qui se font prescrire des antidépresseurs, de voir qu'on parle de nombre d'ordonnances passer de 2,9 millions à 4,6 millions d'ordonnances d'antidépresseurs. Coudon, on est-tu une société déprimée? Est-ce que c'est parce que nos aînés, puis vous mettez ça en relief avec comment on a traité nos aînés dans les centres de soins de longue durée, on a parlé des bains moins fréquents, on a parlé de la nourriture, vous avez tout entendu parler de ces choses-là dans l'actualité. Alors je pense que comme société, il ne faut pas que ça demeure juste une espèce de journal. Il va falloir qu'on regarde un peu comment est-ce qu'on traite nos aînés, parce qu'il faut tous se dire, si vous ne l'êtes pas déjà aîné, ça va être votre tour un de ces jours. Alors, moi, je suis toujours, traitons les autres comme on aimerait se faire traiter, puis à date, ça m'inquiète un peu comment est-ce qu'on traite les autres, parce que j'aurais peur de me faire traiter comme ça. Puis parlant de prescription d'antidépresseurs aux aînés, ça m'amène à vous jaser un peu d'une chicane qui est en train de prendre des proportions assez spéciales. Puis encore une fois, ceux qui vont payer le prix au bout du compte, ça va être nous, les contribuables, nous, les gens qui ont besoin de ces services-là. C'est la chicane qui est en train de se créer entre notre ministre de la Santé, le très articulé, sympathique et doux Gaétan Barrette, et la ministre de la Santé du côté fédéral, aussi très douce et pas arrogante, pas une scène, Mme Philpott. Alors, quand je vous dis que c'est une bataille de coq, c'est que présentement, et vous allez en entendre beaucoup parler dans les prochains jours aussi, il va y avoir des discussions, des rencontres de négociation entre le fédéral et le provincial, parce qu'on est rendu à ce temps-là, renégocier l'entente des transferts du fédéral en matière de santé. Vous vous rappellerez qu'avec Stephen Harper, il n'y avait pas de négociation, il n'y avait pas de rencontre avec les provinces. Fait que vous allez dire « Ah, on est tellement mieux avec le gouvernement de M. Trudeau. » Ah, bien, des fois, il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein, parce que M. Harper, lui, il avait décidé de couper les hausses de transfert parce que depuis
je pense, 10 dernières années, chaque année, on augmentait de 6 le montant du côté fédéral parce qu'il faut se rappeler qu'en 1995, quand il y a eu les grosses coupures au fédéral, quand on oublie notre histoire, là, on est porté à répéter les mêmes gaffes. Alors, en 1995, le gouvernement libéral, à l'époque de Jean Chrétien, avait refait ses finances publiques sur le dos des provinces, sur le dos des transferts sociaux en santé, en services sociaux, etc. Il avait décidé de garder tout le bel argent qu'on leur envoie, parce que c'est toujours notre argent à nous, les payeurs de taxes, et de payer sa dette, puis de ne pas en donner aux provinces. Quand on regarde là où il y a le plus de dépenses à faire pour un gouvernement, c'est au niveau des provinces. C'est la santé, c'est l'éducation, c'est les deux morceaux qui coûtent le plus cher. Quand M. Harper est arrivé, puis oui, il y avait des belles finances publiques, on était revenu dans le noir du côté fédéral, lui, il s'est dit, parfait, maintenant, moi, je ne m'occupe plus de ces affaires-là, je vais quand même renouveler les ententes en matière de santé et services sociaux, et puis il faisait des augmentations, comme je le disais, d'à peu près 6 en santé depuis quelques années, sauf qu'il avait annoncé, avant la dernière campagne électorale en 2015, qu'il n'était plus pour aller vers la hausse de 6 auquel s'attendaient les provinces de partout au pays, mais qu'il réduisait ça à 3 Donc, toutes les partis d'opposition hurlent depuis ce temps-là et les provinces que le gouvernement Harper baissait de 6 baissait les transferts en santé, puis le gouvernement Harper disait, ben non, on donne quand même une hausse de 3 on donne juste une moins grosse hausse. Sauf que quand les provinces budgètent un 6 puis ils réalisent que non, ça va être juste 3 c'est effectivement une réduction de la hausse. Et ça, c'était fait de façon unilatérale. On arrive en campagne électorale 2015 et le brillant Justin Trudeau, notre premier ministre, de dire « Je vais, et je ne veux pas me tromper », il avait dit, sa promesse, c'était renégocier une entente avec les provinces en santé. Là, on ne jouera pas avec les mots, M. Trudeau. Jamais pendant la campagne électorale est-ce qu'il voulait dire « Je renégocie, mais j'ai l'intention de faire exactement la même chose que les conservateurs ». Quand il parlait de renégocier, c'était vraiment dans l'optique « Moi, je ne ferai pas comme M. Harper, je ne viendrai pas dicter ma conduite ». Et c'est un peu ce que la ministre Philpott, au nom de son gouvernement, fait au niveau de la santé, parce qu'elle dit « Hey, bien, savez-vous quoi? On va garder les mêmes pourcentages que les conservateurs. » Alors, tout ça pour dire que notre ministre à nous, qui est tellement sympathique, M. Barrett, est doux, comme je le disais tantôt, il avale ça de travers parce qu'il a besoin, lui, de son 3 Mais là où la chicane, elle empirote, c'est que notre ami Barrett est en train de se faire dicter des conditions par la ministre de la Santé. En passant, pour ceux qui s'intéressent, la santé, ça ne regarde pas le fédéral. C'est vraiment une juridiction constitutionnelle rattachée qu'aux provinces. Le fédéral a toujours mis ses pieds, ses gros sabots là-dedans pour l'unique raison, et il sait, c'est parce que ça attire bien la population. Si je vous demande, c'est quoi le sujet le plus important pour vous? Je dirais 90 des gens, là, oui, l'économie, c'est important, les jobs, etc., mais c'est la santé. Sans santé, là, on fait dur, on n'est pas ici, vous ne m'écoutez pas, je ne vous parle pas. Alors, dans ce contexte-là, le fédéral voulait pouvoir mettre son nez dans la santé pour pouvoir avoir l'air fin avec nous autres, le payeur de taxes. C'est la seule raison. Alors, lui, avec ses grosses taxes qu'il prend, bien, il joue au grand frère qui envoie de l'argent aux provinces. Et ça, dans ce contexte-là, c'est un peu frustrant et plus particulièrement pour le Québec. On est probablement la seule province qui a toujours été très jalouse de ses juridictions. Puis ça se comprend parce que notre province, le Québec, a besoin, qui est une nation, qui a été reconnue comme nation dans la nation canadienne, bien, c'est important qu'on garde le contrôle de nos juridictions parce que la culture rentre là-dedans, il y a plein de choses qui rentrent là-dedans, la langue. Alors, si on commence à donner trop d'affaires au fédéral, fait que quand le fédéral donne de l'argent au Québec, d'habitude, c'est des ententes sans droit de regard. C'est ce qu'on appelle, vous l'avez déjà entendu, l'expression du fédéralisme asymétrique. Ça veut dire, oui, je te donne l'argent parce que je donne l'argent à tout le monde, mais je ne te mets pas de conditions. Mais là, la ministre, elle veut en mettre des conditions. Elle veut dire au Québec où est-ce qu'il va mettre son argent. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait des grosses chicanes, ça va jouer au gros matamor, mais en bout de compte, il y aura une entente. J'ai hâte de voir si le gouvernement de Philippe Couillard va plier devant les demandes du fédéral. On verra. L'avenir nous le dira. On aura sûrement l'occasion de s'en jaser. Je ne veux pas terminer cette émission-là, puis ça court tellement vite. Puis moi qui pensais pouvoir vous jaser de plein d'autres choses,
Il y a des débats présentement là, qui ont lieu au leadership. Du côté des conservateurs, je n'embarquerai pas là-dedans aujourd'hui. De toute façon, c'est très plate au moment où on se parle. J'en déplaise à tous les conservateurs qui m'écoutent. Mais il n'y a rien qui m'excite au niveau de la course au leadership conservateur présentement. Probablement un peu trop tôt, ça va probablement être plus excitant. Il y a quand même une couple de candidats là, qui ne font pas dans la dentelle ou qui essaient d'imiter Donald Trump des États-Unis, mais ça sera pour une autre fois. Du côté du Parti québécois, ça joue dur. Moi, je fais simplement vous dire, pour avoir vécu, je ne sais plus combien de courses au leadership à l'époque où j'étais au Parti libéral, avant mon entrée au NPD, vous dire, il y a toujours des séquelles. Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit, puis savoir surtout, les amis candidats au leadership, là, que ce que vous dites, l'adversaire de l'autre parti, lui, va l'utiliser en campagne électorale. Fait qu'attention, en même temps, bien, il y a toujours l'affaire qu'on ne veut pas avoir l'air trop plate. Un débat qui n'était pas si plate que ça, vous dire, puis qui a probablement attiré l'attention de plus d'entre nous que ceux du Parti québécois, c'est le débat entre Donald Trump et Hillary Clinton. M. Trump, c'est le personnage qui dit à peu près n'importe quoi. Il y a des sites Internet, je ne fais pas de blague. Moi, j'ai suivi le débat, j'ai tweeté, je me suis engueulée avec des gens des États-Unis, on a ri ensemble. C'était toute une soirée de débat. Et je pense que j'ai compris maintenant la méthodologie de M. Trump. C'est dit n'importe quoi, elle a l'air fort, bon, puis là pour le monde, puis le monde va embarquer avec ça. Soit qu'ils pensent qu'on est des imbéciles, en tout cas, c'est ce qu'on verra au mois de novembre, puis c'est peut-être pas gentil pour les Américains, mais ils sauront me prouver s'ils ont un peu de jugement, de discernement. Ça ne veut pas dire que l'autre candidat est parfait. Moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer en personne Mme Clinton. Je saurais vous en reparler parce que l'élection présidentielle, c'est le 8 novembre. Mais je m'en voudrais de ne pas souligner le fait que c'était la première fois, c'était un moment historique, une première femme qui débattait au niveau présidentiel, un débat présidentiel, c'était quelque chose. Alors, ça n'a pas été le débat le plus extraordinaire. Hillary Clinton devait prouver qu'elle était capable de rester au-dessus de la mêlée, mais pas avoir de l'air snob, de bien connaître ses dossiers, elle l'a fait. Elle a poussé sur les pitons de M. Trump, et je vous dis qu'elle l'a eu dans les cordes. En tout cas, j'ai hâte de voir le deuxième, ça va être le 9 octobre. Il nous reste presque plus de temps, ça a couru. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci l'équipe. Bye!